le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue de la page internationale au grand journal du 14h pour la présentation Erlichi Dorelas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Quatrième sortie pour cette semaine. Bonsoir aux Joannel, bonsoir aux bands, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Au Tchad, l'opposition condamne la prise de pouvoir de Mahamat Déby. L'opposition tchadienne a fermement condamné la prise de pouvoir du général Mahamat Idriss Déby, fils du président Idriss Déby Itno, décédé la veille, juste après sa réélection pour un 6e mandat. À la tête de conseil militaire, le nouvel homme fort du Tchad a instauré un couvre-feu, fermé les frontières terrestres et aériennes. Il a également dissous l'Assemblée nationale tout en s'appropriant les pouvoirs. Comme une dizaine d'autres chefs d'État, Emmanuel Macron assistera ce 23 avril aux obsèques de l'ancien président tchadien. Voici un reportage de confrères de la RT. Déby est mort, vive Déby. Ce mercredi, le fils de l'ex-président tchadien, décédé la veille des suites de ses blessures au front, a chaussé les bottes de son père. Mahamat Idriss Déby, jeune général de 37 ans, occupe désormais les fonctions de président de la République du Tchad, chef de l'État et chef suprême des armées, le tout à la tête d'un conseil militaire de transition de 15 généraux mis en place pour au moins 18 mois. Pour l'opposition, qui critiquait déjà vivement la longévité de Déby père, cette succession ne passe pas. Condamne avec fermeté les coups d'État institutionnels opérés par les généraux après la mort du président de la République, Idriss Déby Itno. Cela ressemble à un coup d'État. Et ça ne devrait pas être un coup d'État. Et par conséquent, il fallait tout simplement mettre en jeu les mécanismes institutionnels qui existent, à savoir la Constitution du Tchad. Il faut dire que le nouvel homme fort du Tchad n'y va pas par 4 chemins. Instauration d'un couvre-feu et fermeture temporaire des frontières terrestres et aériennes, mais surtout dissolution de l'Assemblée nationale et concentration des pouvoirs. La charte publiée ce mercredi prévoit également que la durée de la transition gérée par la junte peut être reconduite une fois. Le Tchad ne connaîtrait dans ce cas pas d'élection démocratique avant 3 ans. Une situation qui embarrasse les alliés du Tchad, Paris en tête, qui s'abstiennent de qualifier de coup d'État cette prise de pouvoir. Aujourd'hui, une transition commence dans des conditions dont nous prenons acte. Nous espérons qu'elle se déroulera pacifiquement, dans un esprit de dialogue et de concertation, pour aboutir à une gouvernance civile stable et que la transition militaire sera la plus brève possible. La situation est mouvante. Je ne vais pas la caractériser d'une quelconque manière à ce stade. Ce que je répondrai à votre question et que j'ai déjà dit, c'est que nous encourageons depuis longtemps les avancées vers la démocratie et un gouvernement représentatif au Tchad. C'est quelque chose que nous continuerons à faire. Des précautions diplomatiques qui s'expliquent par le soutien de poids que représente le Tchad dans la lutte contre les djihadistes au Sahel. Le QG des forces militaires françaises Barkhane y est installé et la France avait en retour bombardé des positions rebelles au nord du pays en 2019. Emmanuel Macron doit d'ailleurs assister ce vendredi aux obsèques de l'ex-président tchadien, tout comme une dizaine d'autres chefs d'État. La Russie sonne le retrait de ses troupes massées près de l'Ukraine. Moscou a mené durant 3 semaines des exercices militaires faisant craindre à Kiev une reprise des combats. Voici un reportage signé Euronews. La démonstration de force est terminée. La Russie annonce qu'elle débutera ce vendredi le retrait de ses troupes massées près de l'Ukraine et en Crimée. Depuis 3 semaines, Moscou mène des exercices militaires d'ampleur. Kiev disait même craindre une invasion destinée à la détruire. Les troupes ont démontré leur capacité à assurer une défense fiable du pays, a dit le ministre russe de la Défense. J'ai donc décidé d'achever les activités d'inspection dans les districts militaires du sud et de l'ouest. Ces derniers jours, des exercices militaires se sont notamment tenus en mer Noire et en Crimée. Les soldats déployés dans la péninsule annexée par la Russie en partiront d'ici au 1er mai, a précisé sur place le ministre de la Défense. La Russie assure ne menacer personne tout en dénonçant les provocations de l'Ukraine et les activités menaçantes de l'OTAN. Ces manœuvres ont impliqué 10 000 militaires, l'aviation, une quarantaine de navires de guerre et la défense antiaérienne.
En Libye, la production de pétrole interrompue. Mardi, la Chambre des représentants libyenne a refusé la proposition du nouveau budget poussant la Compagnie nationale du pétrole à arrêter la production pétrolière dans l'un des principaux terminaux de l'est du pays. Voici un reportage signé Africa News. En Libye, la production de pétrole est à l'arrêt après le rejet du budget national. Mardi, la Chambre des représentants libyenne a refusé la proposition du nouveau budget. Une annonce qui fait enrager les opérateurs des sites pétroliers comme la Compagnie nationale du pétrole qui a décrété l'état de force majeure. Cette décision signifie donc que la compagnie peut s'exonérer de sa responsabilité juridique auprès de ses clients en cas de non-respect des livraisons. Mostafa Sanalla, patron de la Compagnie nationale du pétrole, dit n'avoir reçu que 2% des besoins de sa structure cette année. La production et l'exportation de l'un des principaux terminaux pétroliers de l'Est du pays ont donc été interrompus. Cet arrêt consolide la querelle de l'entreprise avec la Banque centrale libyenne qui refuse de débloquer le secteur pétrolier, pourtant vital pour l'économie du pays, déjà en difficulté. La Chambre des représentants libyenne a 10 jours pour proposer un nouveau budget. Sommet sur le climat, Joe Biden vise 50% de gaz à effet de serre en moins d'ici 2030. Les États-Unis visent un objectif de réduction de 50-52% de réduction des émissions de gaz à effet de serre, GES, à l'horizon 2030 par rapport au niveau de 2005, ont déclaré le 22 avril des responsables de l'administration américaine à quelques heures d'un sommet virtuel sur le climat organisé par Joe Biden. Voici un reportage signé TV5 Monde. Il avait fait de la lutte contre le réchauffement climatique l'un de ses principaux arguments de campagne. 3 mois après son arrivée à la Maison-Blanche, Joe Biden a décidé de réunir virtuellement une quarantaine de chefs d'État pour un sommet à l'occasion de la Journée de la Terre. D'entrée de jeu, le président américain annonce que les États-Unis doublent leur objectif. Les États-Unis seront en mesure de réduire de moitié leurs émissions de gaz à effet de serre d'ici la fin de cette décennie. Ces mesures mettront l'Amérique vers une économie à émissions nettes et nulles au plus tard en 2050. Les États-Unis sont parvenus à réunir les plus grandes puissances mondiales et notamment la Chine, malgré les tensions entre Pékin et Washington. Xi Jinping a profité de ce sommet pour rappeler les objectifs qu'il avait fixés l'an passé. La Chine fera en sorte d'atteindre son maximum d'émissions de dioxyde de carbone en 2030 et atteindra la neutralité carbone en 2060. Autre pays aux relations tendues avec les États-Unis, la Russie était bien présente à ce sommet. Vladimir Poutine a lui affirmé que Moscou pourrait proposer des conditions préférentielles aux investissements étrangers dans les énergies propres. Du côté de la France, Emmanuel Macron a plaidé pour une fixation d'un prix pour le carbone. Ce sommet mondial qui doit durer 2 jours est censé être un point d'étape avant la grande réunion mondiale sur le climat. Ce sera la COP26. Elle aura lieu à Glasgow en novembre. En Russie, les anti-Poutine manifestent dans de nombreuses villes. Les partisans d'Alexei Navalny, hostiles au président Poutine, ont manifesté à Moscou, comme dans plusieurs dizaines d'autres villes russes ce mercredi 21 avril, pour demander sa libération. L'opposant malade est détenu dans une prison hôpital, alors que son organisation, le Fonds de lutte contre la corruption, FBK, pourrait être déclaré extrémiste à la demande du procureur de Moscou. Voici un reportage signé TV5 Monde. L'intervention du président à la télévision ne les a pas dissuadés. Les partisans d'Alexei Navalny, ennemi numéro 1 de Vladimir Poutine, ont défié l'interdiction de manifester. Les forces anti-émeutes n'interviennent pas. Poutine voleur, liberté scandent les protestataires jeunes et moins jeunes. Ils sont moins nombreux, certes, qu'en janvier, après l'arrestation de l'activiste anticorruption de retour d'Allemagne, miraculeusement sauvé d'une tentative d'empoisonnement en Russie, mais ils sont toujours aussi inquiets de l'évolution politique dans le pays. D'abord, ils sont venus pour Navalny et ensuite ils viendront pour nous tous. Ce qui lui arrive est très préoccupant et cela peut arriver à n'importe qui. Dans notre pays, les choses empirent chaque jour. Les tribunaux ne fonctionnent pas. La vérité n'existe nulle part. 6 000 manifestants dans la capitale selon la police, 4 500 à Saint-Pétersbourg, 2e ville du pays. Ici, les forces de l'ordre interviennent de façon musclée.
Je suis contre les fonctionnaires qui volent, contre notre merveilleux président qui ne veut pas quitter son poste. Je veux que des médecins soient autorisés à voir Navalny. Je veux sa libération. Il n'est coupable de rien. À Vladimir, justement, la ville où l'opposant est actuellement détenu malade, les pro-Navalny se sont également fait entendre. Ils ne sont pas optimistes. Peut-être que les policiers ont été indulgents parce que c'est la dernière action annoncée du FBK. L'organisation de Navalny sera bientôt déclarée extrémiste et on ira tous en prison. C'est le parquet russe, la justice, qui en a fait la demande. Dès lundi, un tribunal moscovite se penchera sur le dossier. Si les organisations de Navalny sont déclarées extrémistes, manifester pourrait conduire ses sympathisants à de longues peines de prison. De quoi faire réfléchir l'objectif visé par le pouvoir à quelques mois des législatives. C'est la fin de la page internationale au grand journal du 14h pour la présentation. Ehrlich Dorelas depuis Boston, Massachusetts, la capitale des grandes universités du monde. Production Ed Prod, réalisation Télé Beltop pour le compte de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Repérage de température pour ce aujourd'hui à Boston, 47 degrés Fahrenheit. 8 degrés Celsius, 8 degrés Celsius, voilà. Et pour Jacmel, 85 degrés Fahrenheit, 29 degrés Celsius. Bonsoir Joannel, bonsoir Rubens, gardez le sourire ça rajeunit le visage. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Ehrlich Dorelas.